Voilà, alors nous allons donc continuer avec notre deuxième conférence intitulée Marques et médias, l'épineux défi de la modération. Alors deux univers qui cohabitent bien évidemment depuis longtemps, mais qui parfois peuvent faire quelques étincelles. Alors comment trouver le parfait équilibre, ou l'équilibre en tout cas, et assurer la modération des propos que l'on peut trouver sur le digital. Pour tenter d'y répondre, je passe la parole à Marie Piot et Thierry Malinure de la société Netino. La parole est à vous, messieurs, dames. Très bien, merci de nous accueillir. Nous, on est venu de vous parler d'une activité qui se voit pas tellement lorsqu'elle est bien faite. C'est la modération. Ça n'est qu'une partie de nos activités, mais le fait est, c'est que lorsque nous travaillons bien, ça ne se voit pas beaucoup, et on va vous expliquer un petit peu pourquoi. La modération, c'est pas uniquement supprimer ou masquer des commentaires, c'est avant tout, et c'est son objet principal, c'est de favoriser les échanges sur les réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire, beaucoup de personnes pourraient vous parler de modération, et pourquoi nous sommes autorisés à vous parler de modération. C'est parce qu'on fait ça en fait depuis maintenant 12 ans. Pour un certain nombre de marques. Alors ici, on voit des marques et plutôt des médias suisses, mais en fait, on travaille pour environ 150 marques dans une quinzaine de langues et sur des continents tout à fait variés, sur des problématiques variées. Netino by Webhelp, c'est une filiale du groupe Webhelp, qui est le numéro 2 de la relation client. Et notre principal métier, c'est la prestation de services sur les réseaux sociaux, sur le social media. On dit toujours à nos clients, concentrez-vous sur l'essentiel, on vous libère du reste. Il se trouve que les social media managers sont des gens qui sont de plus en plus occupés parce qu'il y a plein de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent. Ils doivent en permanence travailler sur l'engagement, parfois trouver des nouveaux KPI. Nous, on va le libérer de tâches qui sont indispensables, comme la modération, mais qui sont chronophages et qui ne sont pas les tâches à plus grande valeur ajoutée. Ces tâches, c'est la modération, et c'est ce dont on est venu vous parler aujourd'hui. Mais c'est également la relation client digital ou la réponse sur les réseaux sociaux, parce que le nombre de consommateurs à venir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, s'exprimer, prendre la parole, poser des questions, questionner la marque sur des problématiques tout à fait diverses sont de plus en plus nombreux, mais également le social listening que vous connaissez, je ne vais pas m'étendre, et puis le community management, et puis ça fera peut-être l'objet de la prochaine conférence. On a une grosse activité sur la vidéo, notamment pour les médias, et on commence également à développer cette activité de vidéo, de production de mini-vidéos à partir de séquences un petit peu plus longues, sur de production de petites vidéos de 3 minutes. Voilà. La modération, c'est un épineux défi parce que c'est pas simple du tout. On jongle en permanence entre la technologie et l'humain, et la frontière n'est pas une ligne droite. J'aurais plutôt tendance à dire que ça ressemblait plutôt à un serpentin. Mais Marie va nous expliquer tout ça en revenant au bon basique et à la définition de la modération. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, pour expliquer un petit peu, moi je suis account manager chez Netino. Donc je suis en charge de la production. Et avec Thierry, on travaille de concert en fait au sein de cette société sur plusieurs choses. Et là, donc, on se focalise vraiment sur la modération. Donc, avant de commencer, ce qui est important, c'est de donner une définition. Puisqu'on s'est quand même rendu compte, moi ça fait plusieurs années que je suis chez Netino by Webhelp, et effectivement il y a 2 clichés qui reviennent assez souvent, la modération et de la censure, et nous sommes des robots. Donc nous sommes souvent des robots, même quelquefois il est même arrivé que des clients nous disent « Ah ben on pensait que vous étiez des robots ». Non, nous sommes humains. Et donc c'est vraiment très important. Donc par rapport à la définition de la modération qui permet de comprendre comment nous fonctionnons, donc la modération, c'est une activité qui consiste à donc analyser un contenu. Alors je ne vais pas parler de commentaires, je vais parler d'UGC, User Generated Contents, à savoir des contenus générés par les utilisateurs. Puisque quand on parle de contenu généré par les utilisateurs, on parle
non seulement de commentaires, mais aussi de posts de blog, on peut parler de recettes de cuisine, on peut parler de vidéos, on peut parler de toute forme de contenu généré par les utilisateurs, comme son nom l'indique. Donc là, par contre, on se retrouve avec un espace multifacette, avec des espaces communautaires multifacettes aussi, puisqu'on va pas partir dans tous les domaines, ça peut être du culturel comme du politique, ça peut partir vraiment dans tous les sens. On a beaucoup de médias qui nous demandent de l'aide, mais également énormément de marques, comme a pu le dire Thierry, donc on est multi-support. Et la modération, donc, il s'agit vraiment pour le modérateur d'analyser les contenus, et ensuite d'émettre des verdicts. Donc il y a 2 verdicts possibles, soit on accepte le message, et soit, conformément à certaines règles que je vais vous donner dans pas trop longtemps, on va du coup supprimer le message et ne pas le mettre en ligne. La modération, donc, ça permet, du coup, surtout de dialoguer de manière, de dialoguer sereinement au sein d'un espace communautaire. Donc, comme je vous disais, beaucoup de gens nous prennent pour des censeurs. Et c'est là que je vais vous dire, pas du tout. Puisque un censeur, c'est quelqu'un qui va venir en fonction de ses opinions, en fonction de son choix et de règles qui ne sont pas forcément édictées. En outre, ça peut aussi dépendre des sujets. C'est donc quelqu'un qui va venir supprimer des commentaires par des biais qui ne sont pas fixes. La modération, on va se baser... un modérateur va avoir l'obligation, à un moment donné, pour travailler, déjà d'une part, va être un professionnel de l'espace dans lequel il va graviter, sans être jamais véritablement présent. Hein. C'est une présence un petit peu abstraite. Les gens savent que nous sommes là, mais en même temps, nous ne sommes pas là. Et donc, il y a 3 règles obligatoires que le modérateur doit respecter. Ce sont des règles sur lesquelles nous ne dérogeons jamais, puisque sans ça, justement, nous passons potentiellement sur de la censure. La première règle, c'est faire abstraction totale de son opinion politique et religieuse. Donc qu'importe ce que pense le modérateur, il va s'occuper, analyser, gérer et ensuite émettre un verdict sur un commentaire, une contribution, sans considérer son propre point de vue. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, contrairement donc à ce qu'on peut penser, l'objectif du modérateur n'est absolument pas de supprimer des messages, mais de les accepter. Donc sa mission est d'avant tout de défendre la liberté d'expression. Puisque quand vous allez dans un espace communautaire, dites-vous qu'un espace communautaire sur le web, c'est exactement la même chose qu'un espace communautaire dans la vraie vie. Vous allez vous retrouver tout simplement à avoir envie de débattre avec la personne en face de vous, sans pour autant qu'elle vous insulte, sous prétexte que vous trouvez que le dernier Spielberg est une bouse ou quoi que ce soit. Donc il s'agit là de faire respecter des règles édictées, dont je vais parler par la suite, qui se basent quand même assez essentiellement sur la législation humaine, sur le respect d'autrui, sur la tolérance, sur l'acceptation de la différence. Bien sûr, on peut débattre de tout, mais il s'agit par contre d'avoir un échange. Donc, l'objectif du modérateur va être de défendre cette liberté d'expression. D'ailleurs, on n'est pas sur des taux de retrait de publication excessifs. Ça dépend encore une fois des sujets, ça dépend des espaces communautaires. Ça peut être 4%, comme ça peut être 20%. Quelquefois, au cœur de communautés un peu virulentes, on peut monter à 30%, mais vraiment, en moyenne, c'est plutôt 20%. Donc, ça, c'est la deuxième règle. Et enfin, la troisième règle, inaliénable également, toujours respecter la charte de modération édictée en amont. Créer de concert avec le client, entre nous, experts, dont nous allons conseiller le client, surtout du point de vue législatif, mais lui aussi, qui connaît sa communauté, sa marque, etc. Donc ça, ce sont 3 règles qu'il faut absolument respecter pour que la parole soit totalement libre et jamais brimée par qui que ce soit. Donc clairement, Marie... on ne coupe pas la parole, on fait surtout en sorte que les personnes puissent s'exprimer. Et sur le slide suivant, tu vas peut-être nous expliquer en quoi finalement la modération permet de générer beaucoup plus d'engagement à terme, et c'est ce qu'on observe. Oui, alors cette courbe est vachement intéressante parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit très globalement sur la majorité de nos clients, quel que soit
le sujet, l'objectif du client, si c'est de la presse, est-ce qu'on parle vraiment de politique, de cinéma, d'actualité, est-ce que c'est de la PQR, enfin de la presse régionale, est-ce que voilà, qu'importe, même au niveau des nationalités, on a quand même cette tendance qu'on voit souvent, c'est-à-dire que quand on arrive, on s'installe, donc on prend la place des modérateurs. Au sein de la communauté, on voit une légère baisse. C'est voilà, en toute transparence, la baisse, on peut se dire, mince, la modération s'installe, du coup il y a moins de commentateurs, moins de commentaires, mais par la suite on voit une hausse. En fait, cette baisse qui peut être assez rapide, c'est une baisse en fait qui est due à notre installation, puisque du coup on va perdre effectivement tout ce qui est spam, tout ce qui est scammer, de l'arnaque, que ce soit marabout, offre de prêt, des pubs, les trolls extrêmement négatifs, hein, donc je vous parle de racisme, etc. Puisqu'il existe, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, des trolls plutôt intéressants et positifs pour le taux d'engagement. Et vous avez également aussi la perte malheureuse d'une poignée d'utilisateurs qui seront réfractaires, toujours. Parce qu'eux ne veulent pas entendre en fait, notre propos, justement, et donc ce sont des réfractaires qui peut-être reviendront après, mais en tout cas qui décident de déserter. Par la suite, on voit vraiment la mise en place d'une communauté pérenne dans la sérénité, dans le sens où on voit des gens qui reviennent, on voit des utilisateurs qui décident de venir. Ce qui est assez compréhensible, dans le sens où, si vous vous retrouvez avec un espace communautaire où on ne peut pas parler sans se faire dénigrer ou insulter, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas forcément envie d'y rester. Donc là, on va se retrouver à gagner des UGC, donc des contributions générées par les utilisateurs plus qualitatifs, puisqu'on va avoir des débats plus libérés, où les gens vont se sentir à l'aise pour parler, des taux de retrait en baisse, plus de débats, plus d'échanges, plus d'idées, le respect de la parole d'autrui, un taux d'engagement, puisque les gens reviennent, et donc, in fine, plus d'utilisateurs. Ce qui est juste... ce qui est absolument... ce qui est vachement intéressant avec la modération, c'est que... il faut imaginer en fait une pyramide inversée avec du coup des conséquences positives sur le long terme. Donc, d'abord, bien sûr, il y a la suppression des commentaires qui ne sont absolument pas conformes à la charte ou même à la législation ou au respect d'autrui. Mais à côté de ça, vous avez aussi donc la mise en place, comme je viens de le montrer, d'une communauté pérenne qui va durer et qui en plus voilà, dans laquelle on va être bien. Mais derrière, il va y avoir évidemment aussi la protection de la marque et l'intégrité ou l'intégrité du média concerné, puisque marques et médias sont responsables de leur espace communautaire. Donc première composante du défi, ne pas se poser en censeur. L'objectif de fond étant toujours de favoriser le taux d'engagement, mais en fait il se pose un deuxième défi, un deuxième sous-défi, on va dire, qui est comment se positionner entre la justice ou l'arbitrage. Alors c'est pas très compliqué. Les modérateurs ne sont pas les justiciers du net. La justice interprète les règles, l'arbitre ne fait que l'appliquer. Et pour l'appliquer, on s'appuie sur un document essentiel chez nous qui va permettre au modérateur, qui va nous permettre d'encadrer la subjectivité du modérateur, qui est la charte de modération dont Marie va vous parler. Donc, cette charte de modération qui est en fait faite, comme je disais, avec le client, elle se base essentiellement donc, sur la législation, sur le droit. Donc on parle bien sûr de la diffamation, on parle du racisme. Alors le racisme, c'est un terme très générique et qui globalise toutes les formes de discrimination. Donc on va parler effectivement on peut parler de grossophobie, comme on peut parler d'homophobie, de xénophobie, toutes les formes de discrimination pour les couleurs de cheveux, pour les nationalités, etc., etc. Donc là, par exemple, donc il y a bien sûr ce point. Forcément retrait de suppression des commentaires racistes. Vous avez donc la diffamation, vous avez le révisionnisme. Je vous donne pas tous les points, hein, puisque c'est des chartes qui font 30 à 40 pages. Donc on fait exprès justement que ces chartes soient concises et claires avec des exemples pour que les modérateurs ne se trompent pas et comprennent bien. Puisque par exemple, si je vous dis une insulte
Mais si je vous dis une insulte caractérisée, vous allez avoir à côté des choses qui ressemblent mais qui finalement ne sont pas ça. Vous allez avoir de la vulgarité et puis vous allez avoir aussi de l'agression envers un autre utilisateur. C'est-à-dire que vous pouvez être agressif sans être insultant. Vous pouvez être vulgaire sans être insultant ni agressif. Typiquement, les interjections. Alors, c'est vrai qu'en France, on aime bien ponctuer nos phrases par des putains. Dire putain, c'est incroyable ce qui t'arrive. C'est pas la même chose que ta mère est une putain. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. L'impact ne sera pas le même. On est sur de l'offense, on est sur de l'interjection. Donc, il faut que le modérateur puisse faire cette différence-là, comprenne la différence. Et du coup, ne se retrouve pas à être excessif dans son activité. Donc comme je vous disais, appel à la violence, appel à la haine, appel au meurtre, apologie du terrorisme, on a toutes ces formes-là qui permettent en fait un débat dans le respect d'autrui et qui donc ces chartes sont mises en place, sont apprises par cœur par des modérateurs qui vont travailler dans ce cadre dans une objectivité maximum. En faisant totalement, derrière il faut respecter donc les 3 règles, en faisant totalement abstraction de leurs opinions. Voilà, Marie va nous opérer quelques exemples bien concrets. On a un petit florilège là, et ça devrait continuer. Alors ça c'est du vrai, c'est du 100% vrai. Donc voilà, là on a quand même des cas assez percutants, une bonne balle dans la tête lui ferait du bien à ce cochon. Bon, là, c'est insultant, appel au meurtre. On peut choisir un peu comme on veut le motif. Ce qui est très intéressant, donc celui du milieu, c'est du racisme de très bas étage. C'est vraiment très, très simple. Celui de droite est beaucoup plus intéressant, puisque là, je ne doute pas que votre génitrice entretenait des relations intimes rémunérées avec une foule d'individus. C'est extrêmement bien écrit, et pour autant, c'est extrêmement offensant. Je pense que on ne peut pas faire plus offensant que ça. Voilà, donc ça, ce sont des exemples, vraiment, ça vous montre la myriade de possibilités dans les contributions. Du coup, on a d'autres exemples aussi, qui sont là aussi intéressants. Donc, le premier, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir reconnaître, selon vous, qui peut être Roukmoud Ier. Moi, je ne connais pas. Tu me l'as appris ce midi. Non, mais moi non plus, très honnêtement. Les utilisateurs peuvent faire preuve d'énormément d'imagination, créer des tendances de mots, etc. Donc Roukmoud Ier, c'est Donald Trump. Donc déjà, le surnom est déjà un peu offensant. Alors ce qui est intéressant, donc bien sûr le commentaire est insultant, mais comme je vous disais tout à l'heure, on va pas seulement être sur de l'écrit, on va être aussi sur des émojis. Typiquement le poupe, le joli caca, on va le censurer aussi, on va le supprimer aussi, pardon, dans le sens où on va considérer que l'image fait exactement le même effet qu'un écrit. Donc voilà. Dans la liste des émojis, il n'y en a pas beaucoup qu'on supprime. Il y en a surtout 2 principalement. Donc, effectivement, celui-ci et puis le doigt d'honneur qui est revenu récemment. Voilà. Donc ça, c'est un langage un peu trop fleuri. Voilà. Donc le 3e parle également de Donald Trump. Et puis celui qui est très très intéressant, c'est sur les Suédois. Alors vous allez dire les Suédois d'un coup d'un seul, les communautés, parce que alors il faut se dire que on a des communautés sur le web qui sont par bande. Donc on a beaucoup de tendances qui peuvent arriver d'un coup, qui peuvent être compliquées à gérer. De tendances racistes en fait. C'est-à-dire que vraiment il y a des forums qui sont là avec des membres uniquement là pour émettre des propos racistes et dispatcher ça un peu partout. Donc là, suédois, c'est une manière, ils ont essayé à un moment donné de contourner la modération pour ne pas dire personne d'Afrique du Nord. Donc, ça permet à ce moment-là, ils se sont dit, si c'est des Suédois, ça passera. Sauf que bon, l'ironie, à un moment donné, on commence à la connaître. Voilà. Donc, il y a toute une série de mots comme ça qui sont typiquement racistes sur les espaces communautaires. Récemment, on avait eu un cas extrêmement intéressant parce qu'on a pris énormément de temps à le déceler. Parce que c'est le mot colossal avec un K, qui faisait référence en fait à l'Holocauste et qui était un propos totalement antisémite, mais caché en fait. Et du coup, c'est des choses, on est obligé à un moment donné d'être dans l'apprentissage et dans l'expérience, parce que forcément, vous voyez écrit en plus sur des commentaires où il y a qui sont bourrés de fautes d'orthographe, vous voyez écrit colossal avec un K, vous vous dites pas, ça fait référence à l'Allemagne nazie, etc. Donc voilà. Donc
tout ça, c'est des manières détournées, c'est des tentatives de détourner la modération par des communautés très coriaces. Ok, on a vu qu'on avait un certain nombre de choses qui pouvaient être au final détectées automatiquement, d'autres qui faisaient plus appel à de l'analyse humaine. Moi, j'aurais tendance à te poser une question parce que je ne suis pas le plus calé dans l'histoire. Marie, est-ce qu'il faut opposer analyse humaine à l'analyse que pourrait faire un robot, puisqu'on entend beaucoup parler de modération automatique? Alors, donc, effectivement, on nous prend pour des robots, comme je vous disais. Il n'y a pas de... Alors, chez NetInnoBioWeb, et on pense que c'est vraiment la bonne méthode. Il s'agit vraiment de ne pas créer de binarité et de se dire d'un côté les robots, de l'autre côté les humains. Non, on s'est rendu compte qu'en fait, en travaillant en harmonie, tout simplement, ça marchait super bien. Puisque, en gros, donc, pour vous expliquer un petit peu, très rapidement, NetInnoBioWeb, c'est avant tout un outil dédié à la modération qui est ergonomique et vers lequel converge l'intégralité des UGC de nos clients. Et du coup, ça nous permet un traitement efficace avec un historique, avec après des possibilités donc d'agir sur des commentaires, sur des contributions qui permettront donc un premier écrémage. Donc, quand je vous parle de ça, je vous parle par exemple de blacklistage. Comme je vous disais tout à l'heure, les marabouts, les offres de prêt, tout ça, c'est pas très utile. Et surtout, on se retrouve donc avec souvent des flots, des vagues qui sont difficilement contrôlables et qui empêchent le modérateur de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire des commentaires, comme tout à l'heure, des commentaires qui demandent un peu d'analyse et un peu de compréhension. Donc, le premier écrémage, c'est donc du blacklistage, mais c'est aussi du whitelistage, des utilisateurs super bien sur le long terme, qui sont hyper efficaces et qui sont toujours très courtois, etc., qui sont conformes à la charte. Du coup, peut-être qu'ils méritent aussi un whitelistage. Vous avez aussi... une priorisation possible des commentaires, vous avez aussi un blacklistage automatique par mots-clés. Donc voilà, donc ça typiquement, et ça c'est du vrai, hein, ça sort de... On en a d'autres, hein, vous allez voir par la suite. Ouais, alors celui-là c'est vrai que ça c'est la liste des mots-clés qui provoque dans la quasi-majorité des cas, mais c'est vraiment extrême majorité, hein, 99%, une suppression du commentaire, de la contribution, parce que ce simple mot en lui-même est rédhibitoire. Voilà, donc du coup, on prend le parti de créer ces dictionnaires. Donc ça, typiquement, c'est un travail humain-robot, puisque le robot applique. Par contre, nous allons devoir faire un travail en amont pour savoir quels mots utiliser. Voilà, il y a des mots qui sortent tout droit justement de ce que je vous disais tout à l'heure, suédois, tout ça. Il y a des mots qui sont créés. Vous voyez, nazi, israélien, c'est une espèce de mélange. C'est un truc, c'est typiquement communautaire, communauté web. Du coup, voilà. Donc tout ça, vous avez le petit colossal qui est tout petit. Mais voilà, ce sont des mots qui provoquent directement une suppression automatique pour que le modérateur puisse se concentrer sur autre chose. Parce que on a de toute façon des tas de possibilités. Marie, tu m'as parlé d'un super exemple tout oui, à l'heure. Pardon. Oui, c'est vrai. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on ne construit pas des dictionnaires de mots-clés en empilant des mots qui ont généré des suppressions précédemment. On ne les empile, on ne place un mot-clé dans un dictionnaire que lorsqu'on est certain qu'il va générer par l'humain une suppression à 95 ou 96%. Il y a des mots qui peuvent... Alors, tu vas nous parler après d'un mot qui pourrait donner lieu à une suppression systématique, mais en fait, il se trouve que non. Et dans ce cas-là, ces mots-là, enfin ces locutions, ces expressions, lorsqu'elles se retrouvent dans un commentaire, vont être modérées manuellement. Donc, on parlait justement du mot nègre, oui, qui peut avoir une connotation fortement négative, mais pour autant... qui peut être du coup la personne qui se cache derrière un écrivain sous un pseudo. Là, dans ce cas-là, on est sur
taux de retrait de publication environ de 70%, ce qui est trop faible pour apparaître dans ce dictionnaire. Sachant que les dictionnaires sont pareils, on peut les personnaliser en fonction des clients. Hein. Forcément, un dictionnaire sur la santé va peut-être pas avoir les mêmes termes qu'un dictionnaire qui se rapporte à un journal de politique, etc. Donc oui, voilà, effectivement, il y a le mot nègre. À un moment donné, il y avait un autre mot aussi qui était Dark Vador, qui en fait, du coup, dans un espace dédié au cinéma, va vouloir simplement dire big méchant, donc on va pas le censurer, on va pas le supprimer, le pauvre, pardon. Mais par contre, à côté de ça, c'était pareil, un langage typiquement raciste, puisque ça a désigné les personnes qui portaient la burqa, pardon. Donc du coup, voilà, c'était des commentaires, donc tiens, il y a des Dark Vador partout, etc. Donc ça, typiquement, ça ne passe absolument pas, puisque c'est profondément discriminatoire. Et du coup, c'est un mot qu'on ne peut pas mettre non plus dans cette liste de mots-clés. On peut faire aussi une liste de mots-clés permettant la priorisation. Et ça, c'est là où on va mettre peut-être ces mots tendancieux, où du coup, on va quand même traiter en priorité, mais on ne va pas nécessairement supprimer. Alors ça, c'est le deuxième, c'est un autre cas de collaboration avec le robot, c'est que vous retrouvez donc, là on a affaire avec un utilisateur qui a, j'aime bien dire, un trouble de la personnalité multiple. Pour le coup, je suis vraiment tombée sur celui-là, je vous jure que tous les pseudos sont réels. C'était 156 personnalités différentes. 15 IP différentes. Et attention, je ne vais pas chercher pendant 2 ans, donc je pense qu'il devait y en avoir encore plein que je n'ai pas trouvé. Alors, il faisait exprès de ne pas se transformer d'un coup en quelqu'un d'autre. Ça s'appelait Toto27. Il gardait donc la base de Nadine Amouk, et après vous avez des 37e, 40e le retour, etc. Donc c'était vraiment de la provocation. Bien sûr, ses propos étaient totalement racistes. Et voilà, donc celui-là, typiquement, on a besoin de l'humain derrière pour faire des recherches, mais par contre, le robot va aider au blacklistage et à écrémer plus vite, parce que ça, pour la modération, c'est vraiment c'est prise de tête, on s'arrache les cheveux. Voilà. Par contre, s'il a vraiment envie de revenir, il reviendra dans tous les cas, puisque certes, on peut faire des choses par le pseudo, par l'adresse IP, même dans des cas un peu spéciaux, par adresse mail, mais il suffit qu'il change d'ordinateur, qu'il change de boîte mail, qu'il aille ailleurs, et puis il reviendra de toute façon tôt ou tard par une autre porte. Voilà, ça c'est un autre cas qui est très intéressant, là où le robot ne peut plus rien faire, là c'est de l'humain, puisque vous allez avoir donc ces 2 images. Donc une femme chute sur les rails à l'arrivée du train, blessée au bras, et vous allez avoir en dessous un commentaire pas de bras, pas de chocolat, qui voilà, si on regarde juste le commentaire, est drôle, c'est de l'humour. Bon, c'est un manque de respect envers une victime, donc évidemment ça ne passe pas. Pareil à droite, là on a affaire à de l'ironie. L'ironie, c'est difficile à charter, et alors le robot ne comprend pas. Donc ça, c'est vraiment à la modération humaine de gérer. Et c'est là en fait où le robot est important, c'est que le robot permet justement l'écrémage de toutes ces choses inutiles pour laisser le travail sur celle-ci. Et enfin, donc collaboration robot-humain, mais aussi on peut s'appuyer sur les bonnes volontés, puisqu'en gros, même un utilisateur non professionnel va avoir la possibilité d'agir pour sa communauté, puisque on est tous en fait pour une possibilité de parler librement, etc. Et il y a certains utilisateurs qui vont voir donc des commentaires qui leur paraissent non conformes, même s'ils ne connaissent pas précisément la charte, etc. Mais un truc horrible, ils vont dire « Ah non, mais l'Express, typiquement ici, doit s'occuper de ça ». Donc, nous, on va le modérer exactement de la même manière que n'importe quel autre commentaire. On ne va pas se dire « Ah ben non, celui-là, il faut absolument le supprimer, etc. » Non. Mais par contre, il va être en priorité totale, hyper rapide. Voilà, en tant qu'utilisateur, vous êtes en train de commenter, d'un coup, vous voyez un truc horrible tomber, vous allez sûrement être plus rapide que nous parce que vous êtes dessus. Donc voilà, donc là, c'est vraiment une aide qui peut être hyper efficace et intéressante. Ok. En 2017, il s'est passé quoi en Suisse? Enfin, l'année n'est pas terminée, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment se sont comportés les Suisses sur les espaces participatifs, puisque ton premier slide parle de l'ensemble des espaces participatifs et pas forcément Facebook, Insta ou Twitter?
Oui, alors donc nos clients suisses, donc c'est presque 2 millions d'UGC modérés, hein, c'est accepté, supprimé. 2 millions, nous, juste sur nos pages Facebook, on a sur la globalité de nos clients, donc on se focalise sur Facebook parce que c'est vraiment en ce moment la majorité. Hein. Après, encore une fois, il y a des sites, des comptes YouTube, des recettes, etc. On est sur 1857 pages Facebook au global et 90 millions de commentaires générés par les utilisateurs depuis le 1er janvier jusqu'à fin septembre. Donc on est sur de la grosse masse, mais après voilà, à 1,95, les espaces communautaires suisses se portent fort bien, avec du coup un taux de rejet global qui pareil est très bon, et c'est un taux de rejet classique, c'est pile la moyenne, 20%. Donc comme je dis, les 1 500 000, c'est parce que là, c'est uniquement sur les flux Facebook. Donc après, si on prend les sites, etc., on monte à 2 millions. C'est un commentaire sur 5 quand même, quoi. C'est pas mal. Oui, mais dans ces commentaires-là, il faut rajouter ce que je disais, les scams, les pubs, les flous qui ne servent strictement à rien. Voilà, il faut rajouter les choses qui sont absolument pas indispensables à une communauté. Et donc les internautes suisses conduisent pas plus mal ou pas mieux que les internautes français, québécois oui, non, et belges. Après, c'est vraiment une statistique moyenne, hein, puisque du coup, vraiment, par exemple, bon, en toute logique, vous êtes sur un magazine de décoration, vous allez avoir un taux de retrait de publication qui va être plus bas qu'un magazine, qu'un journal télé ou qu'un magazine politique. C'est sûr qu'il va y avoir une vraie différence. On peut monter à 40% sur certains de nos clients qui ont une communauté virulente. Ça dépend vraiment ça dépend quand même beaucoup de l'espace communautaire. Même s'il y a des communautés quand même qui, à un moment donné, quand on arrive en tant que modérateur, il y a un aspect aussi très pédagogique et petit côté maîtresse d'école, c'est-à-dire que certaines personnes se calment et apprennent à parler correctement en se disant bon, je peux dire exactement la même chose en enlevant juste les vulgarités, ça va très bien se passer. Voilà, donc ça c'est notre dernier petit point, justement. Ce qui est intéressant, c'est on a répertorié en fait le top 3 de ce qui a été le plus commenté sur nos clients suisses. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir donc, que ce sont 3 vidéos, ce ne sont pas des articles. Donc on est sur du 22 705 contributions générées par les utilisateurs au global. Alors la différence, je ne sais pas si vous voyez en dessous, meilleurs commentaires, il y a écrit 12 000. C'est parce qu'en fait Facebook ne compte pas les réponses comme des commentaires. Voilà, nous on prend la globalité. Et dans les 22 705, dans les 16 000 et dans les 13 000, il y a aussi les commentaires retirés de la publication. Voilà. Et donc du coup, on est sur des vidéos, surtout de l'humoristique, pas forcément les choses sur lesquelles on peut s'attendre, comme le Macron ou des choses qui ont fait plus le buzz. Donc voilà. Merci Marie. De rien. Je crois qu'on peut les applaudir très fort. Merci beaucoup pour toutes ces informations fort intéressantes.